Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce qu'il faut réviser pour le contrôle, le chapitre sur les molécules colorées. Donc déjà, une molécule colorée, dans cette leçon, ça va être soit un pigment, soit un colorant. Il faut quand même savoir la différence. Les pigments, ils ne vont pas être solubles dans le milieu qu'ils colorent, alors que les colorants vont y être solubles. Et donc, les substances colorées, elles vont pouvoir absorber certaines radiations de la lumière blanche. C'est-à-dire que quand je regarde une solution, donc c'est limpide normalement, la lumière blanche passe à travers. Mais si moi, par exemple, la solution, je la vois bleue, c'est qu'il n'y a que du bleu qui arrive jusqu'à mes yeux. Donc c'est bien qu'il y a une autre partie qui a été absorbée par la solution, donc la couleur complémentaire. Et l'appareil qui va permettre de mesurer exactement la valeur de l'absorbance, donc à quel point la solution a absorbé, s'appelle un spectrophotomètre. Donc ça sera un appareil très important parce que vous allez l'utiliser plus tard pour faire des dosages grâce à la loi de Beer-Lambert. Parce que en fait, la concentration de l'espèce colorée est proportionnelle à l'absorbance de la solution. Donc au niveau du spectrophotomètre, on place à l'intérieur une cuve qui contient la solution après avoir fait ce qu'on appelle un blanc, c'est-à-dire qu'on met le solvant pour enlever la partie absorbante du solvant et pour regarder l'absorbance purement de l'espèce chimique colorée. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce type de graphique qui représente l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc l'appareil va balayer toutes les longueurs d'onde du visible. Donc, je vous rappelle que les longueurs d'onde du visible sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc là avec le 900 on est un petit peu au-delà. Et on regarde l'absorbance point par point de la solution. Donc on voit ici que la solution étudiée absorbe beaucoup, un petit peu avant 800 nanomètres dans cette zone-là, donc dans les grandes longueurs d'onde. Et il faut savoir que la couleur de la solution, ça va être la couleur complémentaire de ce qui est absorbé. Donc si là, ça absorbe dans le rouge, je regarde sur mon cercle chromatique, donc ça s'appelle un cercle chromatique qui normalement vous est fourni, à part pour les couleurs que vous avez déjà vues dans le chapitre avant, les couleurs primaires. Donc si j'ai du rouge, pour avoir la couleur complémentaire, je vais en diagonale, et donc la couleur complémentaire, c'est le cyan. Donc si cette solution est absorbée dans le rouge, alors elle est cyan. Dans ce chapitre, vous n'avez étudié que des molécules dites organiques. C'est quoi une molécule organique? C'est une molécule qui est constituée majoritairement de carbone et d'hydrogène. On peut avoir d'autres atomes, on peut avoir de l'oxygène, de l'azote, etc. Mais majoritairement, il y a du carbone et de l'hydrogène. Et on dira qu'une molécule est colorée, donc on en est sûr à 100%, si elle comporte au moins 7 doubles liaisons conjuguées successives. Donc c'est important que ce soit successif, parce que si j'en ai 3 d'un côté et 2 de l'autre, etc., plus 2 encore après, ça marche pas. Il faut qu'elle soit, entre guillemets, collée, qu'elle soit successive. Et c'est quoi une double liaison conjuguée? Alors pour les reconnaître, 2 doubles liaisons seront conjuguées si on voit une alternance de double, simple, double. Donc sur le schéma ici, vous avez une double liaison, simple liaison, double liaison. Donc les 2 doubles liaisons représentées sont dites conjuguées. Pour revenir sur les formules, parce que normalement vous avez vu la formule développée, donc dans la formule développée, vous mettez toutes les liaisons apparaissent, on développe tout. La formule semi-développée ici, alors comment est-ce qu'on écrit une formule semi-développée? Eh bien c'est simple, on garde toutes les liaisons sauf celles vers un hydrogène. Donc là par exemple le CH3, normalement il y avait 3 liaisons vers 3 hydrogènes. Mais comme c'est un petit peu long à écrire, les chimistes ils ont employé la formule semi-développée, où on écrit des mini-formules brutes au niveau des hydrogènes. Donc on écrit ici CH3, CH au lieu d'écrire une liaison, C vers un H, etc. etc. Si j'avais eu un OH, c'est pareil, j'aurais collé le O et le H. Et il y a une formule encore plus simplifiée, parce que les formules des chimistes sont quand même très longues parfois, c'est la formule topologique. Alors la formule topologique, on ne s'embête pas, on va représenter la chaîne carbonée, parce que vous avez dû voir qu'il y a quand même beaucoup de carbone dans les molécules organiques, c'est majoritairement constitué de carbone, et donc on va reprendre l'enchaînement carbone-carbone. Donc là, à chaque rupture de pente, entre guillemets, il y a un carbone. Donc ici, il y avait un C, 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 C et C. Vous regardez après le nombre de liaisons qui sont écrites. Donc ici, il y a une seule liaison entre les 2 carbones. Ne sont pas figurés les hydrogènes, c'est-à-dire que c'est à vous de savoir qu'un carbone, il a 4 liaisons. Donc pour le carbone ici du bout droit,
il a forcément 3 hydrogènes, parce qu'il a déjà une liaison, il lui en manque 3, donc au bout ici c'était un CH3. Ensuite là, ce carbone est relié par une double liaison et une simple liaison, donc il a 3 liaisons. Il lui en manque une, ça veut dire qu'ici il y avait un CH, etc., etc. Donc dans les formules topologiques, on ne fait pas figurer les hydrogènes qui sont liés à des carbones. Par contre, si par exemple au bout j'avais un OH, j'aurais bien mis le H à côté du O. C'est que les hydrogènes liés au carbone qu'on ne fait pas figurer. On n'écrit pas non plus les carbones, on fait juste des zigzags, des ruptures de pente comme cela. Alors, je vous ai mis 3 exemples. L'exemple du O. Si je veux connaître le nombre de doubles liaisons conjuguées, donc je repère les doubles, simples, doubles. Donc ici j'ai double, simple, double, double, simple, double, double, simple, double et double, simple, double. Donc toutes les doubles liaisons qui sont ici sont conjuguées. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Cette molécule ne sera pas colorée puisqu'elle ne contient pas au moins 7 doubles liaisons conjuguées successives. Dans l'exemple d'après, j'ai une double liaison ici, ici, ici et ici. Mais je n'ai pas d'alternance double, simple, double. Donc là j'ai double, simple, 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 double. Donc là c'est fichu, c'est pas conjugué. Là c'est pareil, double, simple, simple, simple. Donc là il n'y a pas de double liaison conjuguée, la molécule n'est pas colorée. Et enfin ici, j'ai une alternance de double, simple, double, etc. Donc ça me fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles liaisons conjuguées. On est au-delà de 7, la molécule est colorée. Donc voilà, on vient de voir qu'il faut absolument 7 doubles liaisons conjuguées minimum pour qu'une molécule soit colorée, mais il arrive qu'elle soit colorée alors qu'on en a un peu moins que 7. Alors, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive si la molécule contient un ou plusieurs cycles. Ça arrive aussi si elle contient un ou plusieurs groupes caractéristiques. Donc les groupes caractéristiques, je les ai remis ici, vous devez les savoir par cœur. Donc on a le groupe hydroxyle, c'est si sur la molécule vous voyez un OH. Si la molécule comporte un groupe hydroxyle entouré, elle appartiendra à la famille des alcools. Si sur la molécule j'ai un C double liaison O comme ça, le groupe caractéristique, ce qui est entouré, s'appelle un groupe carbonyle. De ce fait, la molécule pourra appartenir soit à la famille des aldéhydes, soit à la famille des cétones. Comment est-ce qu'on sait si c'est l'un ou l'autre? Alors moi j'ai un petit moyen mnémotechnique. Si de chaque côté, ici, vous avez un C, c'est une cétone. C, cétone. Si sur au moins un des deux côtés, vous avez un aldéhyde, un H, c'est un aldéhyde. Alors le moyen mnémotechnique, c'est que dans aldéhyde, il y a un H. Ok, donc si j'ai un H, ça appartient à la famille des aldéhydes. Si de chaque côté j'ai un C, c'est une cétone pour la famille. Après, vous aurez un groupe caractéristique amine si vous avez un NH, NH2 ou N relié à plusieurs choses. Et donc dans ce cas-là, la molécule appartient à la famille des amines. Donc ça c'est facile. Alors des fois, certains collègues disent aussi le groupe amino. Voilà. Ensuite, ici, vous avez d'entourer le groupe carboxyle. Alors faites attention, un carboxyle, c'est pas une cétone plus un alcool, non, c'est pas les deux, c'est le combo. Donc si vous avez une C double liaison O collée avec un OH, c'est un groupe carboxyle. De ce fait, la molécule appartiendra à la famille des acides carboxyliques. Donc les élèves se trompent très régulièrement là-dessus. Je vous ai fait un exemple, donc cette molécule-ci. Si je regarde, elle va avoir donc ce premier groupe caractéristique, OH, c'est un groupe hydroxyle qu'on entoure sur la copie. La molécule appartient donc à la famille des alcools. Mais une molécule peut appartenir à plusieurs familles. Donc là, ici et là en bleu, eh bien j'ai le groupe carbonyle. La molécule va appartenir à la famille des cétones parce que vous voyez que de chaque côté là, j'ai un C. C'est là, et pareil pour ici, j'ai un C et un C. Ensuite, la molécule, elle va comporter 6 doubles liaisons conjuguées successives. Regardez, double, simple, double, double, simple, double, double, simple, double, et les 3 ici sont également conjuguées, donc ça nous en fait 6. Donc normalement, elle ne devrait pas être colorée, cette molécule, parce qu'on n'en est pas à 7. Mais elle a des cycles. Donc là, ici, j'ai un premier cycle à 6, vous voyez que ça fait une boucle,
Et ici, j'ai un deuxième cycle acide, ça fait une deuxième boucle. Donc, elle peut être colorée. Et en plus, c'est le top, elle a des cycles et des groupes caractéristiques. Donc, elle a toutes les chances pour être colorée, mais vous ne pouvez pas être sûr à 100%. Hein. On est juste sûr que la molécule est colorée à 100% si elle a au moins ces doubles liaisons conjuguées successives. Ensuite, il y a des facteurs qui vont pouvoir jouer aussi sur la couleur d'une molécule. Hein. Donc, au-delà de sa formule, la molécule, si je la mets dans différents solvants, va pouvoir avoir une couleur différente. Par exemple, le diode de formule I2. Si je le mets dans le cyclohexane, donc c'est ce qui est au-dessus, là, le diode prend une teinte rose magenta, alors que si je le mets dans l'eau, ce qui est en dessous, il prend plutôt une teinte jaune. Donc la couleur de la molécule change en fonction du solvant. Donc vous avez juste à savoir que le solvant joue sur la couleur d'une molécule, c'est tout. Le pH peut également jouer, parce que normalement, vous avez fait le TP, pas le chou, cette année, le vin. Et donc, les anthocyanes sont sensibles au pH. C'est-à-dire que si, ici, j'avais du jus de chou, et que je mets des solutions de pH différentes, donc 1, 4, 6, 8, etc., vous voyez que la couleur change. Donc, dans tous ces tubes essais, c'est exactement la même espèce chimique colorée. La seule chose qui change, c'est le pH. Donc la couleur des molécules colorées peut dépendre du pH du milieu dans lequel elles sont. Vous avez juste à savoir ce truc-là. Autre chose à savoir, c'est que les molécules là, qui vont changer de couleur en fonction du pH, ça s'appelle les indicateurs colorés de pH, et que généralement, dans leur formule, elles comportent des groupes hydroxyles.